Bien, alors chers amis, bonsoir à tous. Merci d'être venus malgré ce froid très vif qui pique. Merci et bonjour à nos amis qui, par la vidéo de Paul, que je remercie, comme chaque fois, se connecteront bientôt en France, dans la France d'outre-mer et à l'étranger. Nous recevons ce soir Alain Bourri pour le quatrième volet de notre enquête sur la République qui se déroule normalement. Nous étions mardi à Aix-en-Provence, chez nos amis d'Aix, qui eux également font leur café actualité. Alors eux, c'est le premier mardi du mois, nous, c'est le second samedi. Mais voilà, dans la FRP, ces cafés se déroulent régulièrement et cette belle régularité permet que nous pouvons offrir, notamment ici à Marseille, par le biais des vidéos, de la matière à ceux qui veulent réfléchir sur les grands sujets de l'actualité. Nous avons reçu, vous vous en rappelez, en octobre Gérard Leclerc qui a parlé de l'idéologie fondatrice de la République. En novembre, c'est Antoine de Crémier qui a parlé de la crise. La République défend-elle la France face à la crise? En décembre, avec la fougue qu'on lui a découvert et qu'on lui connaissait, mais qu'on a découvert, Laurent Wetzel a traité le sujet extrêmement intéressant. Ils ont tué l'histoire, qui et pourquoi. Et ce soir, Alain va nous parler d'un thème passionnant, très important, très actuel. Quelle Europe voulons-nous? Alors voilà, on continue notre travail. Je vous rappelle très rapidement, mais vous l'avez sur les deux blogs de la FRP et de la Faute à Rousseau, les prochains rendez-vous. Donc pour Aix, c'est facile à se rappeler, c'est le premier mardi de chaque mois. Donc mardi 5 mars, mardi 2 avril, mardi 7 mai, mardi 4 juin. Et pour nous, Marseille, ça sera le samedi 9 mars, le samedi 6 avril avec Jean-François Mattei, le 11 mai où on panachera avec Jeanne d'Arc, comme on l'avait fait avec toi d'ailleurs Alain l'année dernière, mais ça j'en reparlerai après, et le 8 juin, nous clôturerons avec Jean-Baptiste Daunier qui nous parlera d'un sujet extrêmement intéressant et ouvert, notre projet anti-moderne, l'autre modernité possible. Jean me charge de vous dire qu'il y a Pierre Chalvidon qui viendra, mais ça, on verra après. Alors, juste un petit mot très court. On m'a demandé de faire court, c'est très difficile. Simplement pour vous remercier. Pour remercier ceux qui, parmi vous, envoient, nous vous avions dit en toute simplicité il y a quelques semaines dans la Faute à Rousseau, que rien ne se faisait sans argent. Et nous vous avions dit que notre quotidien était gratuit et le resterait. Et que nous demandions seulement à ceux qui voulaient nous aider de nous donner sur l'année 5 € ou plus évidemment. Et nous recevons tous les jours régulièrement des participations, encore une fois, de la France d'outre-mer et de l'étranger. Alors, vous recevez chaque fois un message de remerciement, c'est la moindre des choses, mais j'en profite ici pour le redire publiquement. Merci également aux cotisants, aux plus rapides, qui ont déjà envoyé les premières cotisations, qui sont bien arrivées. Il en arrive encore. Et il en faudra encore aussi, parce que là aussi ça fait du bel argent sonnant et trébuchant. Et merci à ceux qui envoient des participations comme ça. Voilà. Alors, la progression du blog, je n'en parlerai pas, mais parce que je n'ai pas le temps, je laisse le temps à Alain. Mais je peux vous dire que le blog progresse, il continue, et il faut qu'il continue. Il ne faut jamais se satisfaire des progrès. Il faut les conforter, les consolider et les amplifier. Voilà. Alain, je te laisse la parole. Là, on ne peut pas dire que j'ai été long ce soir. Hein. C'est bien, voilà. Bon. Donc, moi, je vais vous parler de l'Europe. C'est un sujet immense. D'ailleurs, je me demandais comment, dans le cadre d'un exposé si court, je pourrais arriver à mettre tout ce qui doit être dit. Alors, je vais envisager l'Europe sur le plan de ce qui peut faire son unité et de ce qui également fait sa diversité. L'Europe, on pourrait dire, entre une unité possible et des discordes réels. Voilà. Je ne pourrais pas vous donner de réponse sur quelle Europe nous voulons, comme l'a dit François. En fait, c'est à partir d'éléments de réflexion que nous devons essayer de bâtir un vrai discours sur l'Europe qui ait un sens. J'ai vraiment limité au maximum l'introduction. Je vais me contenter de vous donner mon plan. Ce sera peut-être le plus simple. Dans une première partie, qui sera explicative, je vais vous faire une sorte de présentation de l'Europe. Ça paraît une gageure, hein, mais l'Europe sur le plan de ce qu'elle est historiquement par rapport à l'unité qu'elle représente et par rapport à l'immense diversité qu'elle est aussi. Quand cette première partie aura été faite, on peut se lancer dans on pourrait dire une suite dialectique en 3 parties sur
ce qui s'est passé réellement après, à partir de 1945. En 1945, les nations d'Europe ont senti un déclin énorme. Là, je vous en parlerai, ce sera le premier moment de ces trois parties dialectiques. Le second moment, c'est les tentatives d'unité européenne qui ont été faites. Ce qu'on en pense, l'Europe telle qu'elle a été construite dans les années 50 et ce qu'elle est aujourd'hui, qui en est la suite. Et enfin, dans une ultime partie, j'essaierai de voir quelle Europe correspondrait à ce qu'on voudrait, en fait, c'est-à-dire à partir de la chronologie et à partir de nos idéaux, quelle Europe on pourrait envisager actuellement dans le présent. Alors, je vais commencer par le survol historique. Quel est le destin de l'Europe, en fait? Cette Europe dont on va parler ensuite. L'Europe est un continent, bon, c'est un bout de l'Eurasie, ce sont des choses évidentes, un continent extrêmement varié, qui avait déjà une situation privilégiée. Il faut quand même se rappeler que la civilisation qui est née chez nous, qui prend la forme de la Grèce, de Rome, du Moyen-Âge, etc., de la civilisation industrielle moderne aussi, ne s'est pas installée comme ailleurs. C'est curieux de constater qu'en Égypte, en Chine, en Mésopotamie, la civilisation est née à partir de fleuves, autour desquels une population autochtone s'était agrégée et avait créé une forme de culture. En Europe, ce n'est pas le cas. En Europe, c'est les populations indo-européennes descendant petit à petit du Nord qui, en découvrant des populations autochtones préexistantes, ont créé la culture européenne. Les Grecs par rapport aux Crétois, on pourrait dire ensuite les Italiotes, les Romains par rapport aux Étrusques et à ce que les Grecs avaient déjà fait de l'Italie, beaucoup plus tard les populations germaniques par rapport à la romanité. Voilà comment la civilisation est venue chez nous. Alors, ce qu'on pourrait faire, c'est faire une enquête sur les trois grandes situations géopolitiques que l'Europe a connues. Alors, je simplifie à outrance, là. Antiquité, Moyen-Âge, temps moderne. Dans l'Antiquité, il y a un semblant d'unité européenne par Rome, en fait. C'est vrai que c'est qu'une demi-Europe. Rome se crée autour du bassin méditerranéen. Il y a donc le nord de l'Afrique, une partie de l'Asie mineure et le sud de l'Europe. Mais c'est déjà un début d'Europe. D'ailleurs, c'est sur cette culture romaine et grecque que toute Europe future cherchera à exister et à se construire. Donc il y a déjà un semblant d'Europe, mais une Europe méridionale, puisque les Germains et les Slaves n'en font pas partie encore, mais il ne faut pas opposer en fait cette Europe méridionale romaine à une Europe barbare. C'est une vision qui est quand même manichéenne, limitée. La plupart des peuples germaniques, par exemple les Francs en particulier, mais d'autres, ne rêvaient que d'être intégrés en fait à l'impérium. Donc il y a déjà un semblant d'Europe, une culture unique qui se fait de l'Irlande à la Grèce, puisque nous parlons de l'Europe, même si elle se développe aussi encore plus loin sur le sud. Dans le Moyen-Âge qu'il faut faire partir en fait, faire arrêter au XIVe siècle, puisque la guerre de 100 ans, XIVe, XVe siècle, annonce réellement les temps modernes. Dans le Moyen-Âge, il y a une Europe qui existe, c'est la chrétienté. Même si les royaumes féodaux, les principautés se heurtent sans cesse, il y a une unité véritable qui est l'unité chrétienne. Il y a un semblant d'Europe. Tout change avec les temps modernes. À partir du XVe siècle, on assiste au développement, au renforcement des nations, avec en même temps l'accélération du progrès, l'expansion mondiale de l'Europe, mais à l'intérieur de cette Europe, la rivalité de plus en plus grande entre les nations. Donc trois périodes, une période de semblant d'unité culturelle, au moins pour l'Europe du Sud, période antique, une période médiévale où la chrétienté forme l'unité de ce qui est l'Europe, avec un pape, un empereur, qui a un semblant d'Europe, et au contraire, après, à partir du XVe siècle, une Europe divisée entre nations. Alors, à ces trois situations, si je les juge par rapport à l'unité-conflictualité, c'est-à-dire à ce qui fait les facteurs qui rapprochent des facteurs qui opposent, qu'est-ce que ça donne? Ben, Rome, chemin vers l'unité, qui est culturelle, songez qu'on parlait latin de la Bretagne, c'est-à-dire de l'Angleterre, en fait, jusqu'aux confins méridionaux.
unité matérielle, unité civilisationnelle, puis unité religieuse quand la romanité devient chrétienne. Et les guerres, la conflictualité ne concerne que l'extérieur. Rome fait la guerre aux barbares, c'est-à-dire à ce qui seront européens ensuite, et aux Parthes. Les Parthes, c'est les successeurs des Perses qui ne cessent d'empiéter sur Rome dans ce qu'était la Mésopotamie, en fait. Au Moyen-Âge, l'unité spirituelle est totale, et la conflictualité se fait encore vers l'extérieur. C'est la croisade. On devrait mieux dire les croisades. Les seigneurs français, allemands et anglais, c'est surtout la croisade en Orient. Mais pendant ce temps-là, l'Espagne fait sa croisade interne pour libérer le territoire des morts, et même les chevaliers teutoniques rivalisent avec Byzance pour essayer d'évangéliser, d'européaniser, si on veut, les populations baltes et slaves. Hein, vous voyez ? Au contraire, et on retrouve le même schéma que tout à l'heure, à partir de la guerre de 100 ans, tout change. Il y a toujours le christianisme, mais il n'y a plus de chrétienté. Et les affrontements nationaux sont la base des rapports européens. Donc, à partir de ce petit résumé, on voit l'unité européenne est derrière nous. Chose que Maurras avait vue, en fait. Je crois que dans un texte célèbre, il évoque la République chrétienne qui existait avant et qui a laissé place ensuite aux pays, aux peuples, aux nations opposées. Un homme comme Guénon aussi considérait que la décadence de l'Europe, eh bien, en fait, c'est la fin du Moyen-Âge, puisque les nations émiettent l'Europe, parlant pour elles. À côté de ça, et je suis toujours dans la présentation générale, même si ça paraît un peu confus parce qu'il y a trop à dire, à côté de cette vision donc des périodes, parlons de l'unité culturelle. L'unité culturelle de l'Europe a toujours été ressentie, en fait. J'ai une petite anecdote que vous connaissez peut-être, que j'ai lue sur Gustave Thibon. Vous connaissez tous ce penseur. Revenant d'Amérique, retour d'Amérique, il a débarqué à Amsterdam. Et Thibon a dit « Je me sens européen jusqu'à la moelle ». C'est curieux de voir ce personnage qui est un méridional, un languedocien, en Hollande, donc un pays qui est très, très différent de la France du Sud, dire ça. Et il ajoute « Ici, je me sentis chez moi ». Donc rien que cette petite anecdote prouve que pour quelqu'un très enraciné dans une Europe particulière, qui est l'Europe catholique du Sud méridional, ben, l'autre Europe, c'est quand même encore l'Europe, on se sent chez soi. Évidemment, il faut le comprendre aussi par rapport à l'expérience de modernité extrême qu'il venait de vivre en Amérique. Il y a un parfum de l'Europe, en fait. Et je me suis amusé à voir quelles sont les 5 dimensions dans lesquelles l'Europe reste unie, indépendamment de ces conflits. Ces 5 faces sont d'abord le savoir gréco-latin, nous l'avons dit, partagé durant des siècles. Dans les universités d'Europe centrale et de Scandinavie, les thèses se faisaient en latin jusqu'à la guerre de 14. Donc c'est quelque chose d'extrêmement vivant. Le grec et le latin restent encore pour nous, indépendamment d'objets de culture, des bases linguistiques. Dès qu'un animal nouveau, une plante ou un remède apparaît, il porte un nom grec. On a même inventé oncologue en retrouvant à la place de cancérologue, parce qu'on a découvert qu'un mot grec, onkos, signifie boursouflure, convenait mieux que cancérologue, où on avait le malheur de mélanger le latin et le grec. Donc ça reste évident. Seconde face de cette unité culturelle, la religion chrétienne. Comme foi, bien sûr, mais d'une façon, je dirais absolue, comme base de la loi et de la morale. Ce qu'on appelle morale, en fait, c'est le développement de la pensée chrétienne dans toute l'Europe, après dans le monde entier. Mais c'est en Europe que ça s'est fait. Troisième point, l'art. Je pense que c'est important aussi. Il y a un art européen. L'art français est européen, l'art allemand est européen. La musique de Bach, si on le prend par un certain aspect, il n'y a rien de plus allemand et de plus nordique et protestant dans cette musique-là. Mais qui ne nierait que c'est une musique européenne et qui d'ailleurs a influencé tous les compositeurs. Je pense, pour l'architecture, c'est encore plus net. De l'art roman
à l'Art Nouveau de la Belle Époque, c'est européen. L'art roman est né en Catalogne, en France du Sud, en Italie, mais après, il y a des églises romanes du sud de l'Espagne à la Scandinavie. L'art gothique, on appelle l'art français, en fait, qui est né entre Seine et Loire, on pourrait dire, ou entre Seine et Somme, plutôt, oui. Dans cette partie-là, ben, l'art gothique est devenu européen, jusque, je vous dis, aux arts les plus actuels. Quatrième pilier de cette unité culturelle, la puissance scientifique et technique. On n'y pense pas assez. C'est une création de l'Europe. Même si on peut affirmer que les mêmes découvertes ont été faites un peu partout, enfin un peu partout, c'est en Chine ou c'est chez nous en fait. Hein. C'est quand même l'Europe qui les a mises en œuvre, qui a de la science créé une technique en fait. Quatrième point d'unité européenne. Quand vous lisez n'importe quel livre de vulgarisation sur les savants, qui se souvient que Homme était allemand et que tel autre était français? Ce sont des savants européens. Et alors le dernier point, le cinquième pilier qui crée l'unité culturelle, l'européanité en fait, par-delà les nations en conflit, c'est une certaine adhésion à la personne, à la liberté, à l'individu. Alors on dirait individu ou personne selon l'engagement politique qu'on a, mais cette vision de l'individu à la fois inviolable et créateur, et cette idée de liberté, c'est l'Europe en général qui s'oppose comme un seul homme, on pourrait dire, au despotisme immobiliste de l'Orient. L'image qu'on se fait des cités grecques luttant avec courage contre la Perse, en fait, s'est reproduite des milliers de fois après dans toute l'histoire de l'Europe comme un foyer d'individus libres. Même ça a un mauvais côté parce que la Révolution exploite cette idée aussi, mais elle existe réellement. La personne créatrice et inviolable face à la masse qui croupit sous un tyran. En fait, ça c'est l'Europe aussi. Voilà, ça c'était la présentation générale de l'Europe. J'attaque à présent la partie plus politique, c'est-à-dire le déclin, l'Europe qui s'est constituée, et ce que nous voulons, nous. Alors, ça aussi c'est un point qui est évident, mais dont on ne parle pas assez. En 1945, et ça on le sentait déjà en 1918, là donc on est dans le concret, dans l'actuel, l'Europe s'est sentie décadente et s'est en fait effondrée. En 1945, l'Europe elle est victime d'une guerre mondiale qu'elle a créée. Ça, il ne faut pas l'oublier, ça. Donc pour la première fois, non seulement l'Europe est en guerre, mais ça on le connaissait depuis la guerre de 100 ans, mais cette guerre fait que tous les pays d'Europe s'écroulent. C'est ce qui s'est passé. Concrètement, l'Europe est partagée par le rideau de fer entre la Russie, mais ce n'est pas la Russie, c'est une multination internationaliste. Elle se présente comme telle, l'URSS, qui d'ailleurs peut s'étendre à l'infini, d'un côté, et l'Amérique, ultra-moderniste, ultra-capitaliste, qui a un passé certainement, mais qui jongle avec. Hein, voilà. L'Europe est coupée en deux. Les colonies, qu'on ait eu raison ou tort d'y aller, c'est un autre problème, mais qui était l'image de l'impérium de l'Europe, se sépare de nous. En 30 ans, les 30 glorieuses correspondent à la période où l'Europe a perdu toutes ses possessions mondiales, entre 45 et 75 en fait, hein, et aux deux extrémités, les deux maillons faibles. En 45, c'est les Pays-Bas qui perdent l'Indonésie, ça commence avec ça, et en 75, c'est le Portugal qui perd l'Angola, le Mozambique, et entre les deux, la France et l'Angleterre qui perdent tout avec plus ou moins de panache, avec l'Algérie comme quelque chose de lamentable au milieu. Voilà, l'Europe perd ça. Alors, il y a une puissance industrielle, ça c'est le bon côté de cette période. Il ne faut pas oublier que c'est parce qu'on reconstruit. Les 30 glorieuses sont autant je veux dire une performance économique, ça on a raison, et aujourd'hui c'est bien normal qu'on regrette les 4, 5, 6% d'accroissement qu'on avait, alors qu'aujourd'hui on est à zéro, mais il y avait tout à reconstruire, et partout en Europe. C'était le moment, 45, 55 si on veut, où le vainqueur et le vaincu sont logés à la même enseigne. Alors j'insiste beaucoup sur ça, parce que ça va être le démarrage de la volonté de créer l'Europe. Ça, il ne faut pas l'oublier. Donc un sentiment d'impuissance qui règne. Allemagne coupée en deux, France qui règle pas ses problèmes coloniaux,
Royaume-Uni qui s'en sort un peu mieux, mais une blague se disait en Angleterre à ce moment-là, le conservateur disait aux travaillistes, tu vas faire du Royaume-Uni le 51e des États-Unis, même eux qui s'en sortent mieux que la France et l'Allemagne, je ne parle pas des autres, l'Angleterre même est quand même vassalisée. Donc, un exemple entre mille, mais qui est symbolique, l'année 56, qui montre bien dans quel état l'Europe était tombée. L'année 56, il se passe deux choses, vous savez tous. Il y a Budapest, qui est une ville de culture, une ville européenne par essence, qui est écrasée par la barbarie soviétique. Personne ne bouge, bon, ça proteste évidemment, mais personne ne bouge, c'est tout juste si on accepte les Hongrois chez nous, parce qu'ils sont des milliers à passer en Autriche qui est encore occupée à ce moment-là par les Russes en partie par les quatre vainqueurs, soi-disant. Mais donc il y a Budapest, personne ne bouge, et notre grand frère américain ne bouge pas plus. Et puis l'expédition de Suez. Les Anglais et les Français se sont imaginés qu'ils pouvaient peut-être jouer, et les Russes et les Américains, pas dire la décadence et le déclin d'impérium. Et sans de façon, d'unité. On va voir ensuite comment cette unité s'est faite. Alors, unité comment? Est-ce qu'il y en a eu? Il y a eu celle que j'ai montrée, qui est culturelle surtout. Hein. Et deux unités, ça a été celle de Napoléon et celle de Hitler. On n'en veut plus. Parce que chaque fois, c'est l'hégémonie d'une nation sur les autres, ça ne peut pas tenir. Et puis en plus, le développement d'une doctrine. Chez Napoléon, c'était un mélange de révolution et d'idées monarchiques. Chez Hitler, c'est le mélange de racisme, de traditionnalisme mal compris, de militarisme. Ça ne peut pas tenir. Donc il faut bien inventer autre chose. Créons les États-Unis d'Europe, disait-on déjà en 1945. Ça ne tient pas non plus, parce que les États-Unis d'Amérique se sont construits historiquement. Vous savez, les 13 États d'origine ont une historicité évidente. C'était des Anglais, en fait, qui se sont séparés de leur métropole. Et puis les nombreux États qui se sont agrégés autour, eh bien, c'est historique. Ils n'avaient pas de passé avant, sauf un passé amérindien, sur lequel on a tiré un trait. Hein, bon, mais pour les Américains blancs, c'était l'histoire qui faisait que l'Oklahoma, l'Utah devenaient des États. En Europe, ce n'est pas du tout le cas, on ne peut pas comparer, puisque chaque État a déjà sa propre histoire et qui, quelquefois, inclut le conflit avec le voisin. Donc, on ne peut pas comparer. La seule comparaison qu'on pourrait faire, mais elle est comique, c'est avec les cantons suisses. C'est vrai que les cantons suisses, eux, par la volonté de gens, se sont opposés à la puissance impériale, et même aussi un peu au roi de France. C'est la seule comparaison. Mais quelle différence d'échelle. En tout cas, il est très difficile de trouver un précédent pour unifier l'Europe. Et ça m'amène donc à voir la seconde partie de cette partie politique. L'Europe se fait. Donc, à partir de 45, 46, 58, on a déjà le marché commun. Alors cet embryon d'Europe à 6, je parle de l'Europe telle qu'elle était vers 58, et puis l'Europe actuelle, parce que sinon on se noierait dans des détails, c'est impossible. L'Europe économique, des fois on dit ce n'est qu'une Europe économique. C'est normal, puisqu'il s'agissait de reconstruire, donc c'était bien de commencer par là. Elle a même quelque chose d'historique. Si on regarde la forme de l'Europe des 6, et si on y ajoutait l'Autriche et la Suisse, on a l'Empire franc, en fait. Hein. Il suffit d'enlever l'Italie du Sud, et pourquoi l'enlever, même à la limite, mais surtout d'ajouter les deux États alpins pour qu'on ait quelque chose d'historique. Donc il y avait quelque chose. Mais, évidemment, aucune valeur spirituelle. Même si des gens comme de Gasperi, comme Schumann, comme Adenauer ont essayé de donner cette valeur-là. Il y a même qui disait une Europe va tout créer. Bon. Mais ça n'a pas tenu à cause de la République chez nous et à cause du complexe allemand. L'idéologie républicaine de cette époque jusqu'à maintenant a empêché que toute référence traditionnelle chrétienne existe. La France républicaine n'allait pas accepter que l'Europe nouvelle accepte des valeurs qu'elle avait foulées aux pieds chez elle. C'était pas possible. Et l'Allemagne, de son côté, avait
une peur bleue et c'est encore le cas quand on entend parler certains Allemands, on ne comprend pas que ça dure tant, hein, mais l'idée qu'il est mauvais pour l'Europe d'être puissant, parce que l'Europe a connu Hitler. Mais il n'y en a eu qu'un de Hitler, hein, je veux dire, il devrait passer sur ce point-là. Mais alors, avec le pusillanisme allemand, on pourrait dire, et l'idéologisme français, ce semblant d'Europe qui n'était pas négatif en soi, ne représente pas grand-chose et s'est ramené à un accord économique. En plus, l'aspect politique, dès cette époque-là jusqu'à maintenant, s'est ramené à une technocratie tatillonne. On dit souvent que l'Europe, encore aujourd'hui, elle est capable que de mesurer la taille des pots de confiture ou de dire aux paysans qu'il faut produire plus, un an après lui dire qu'on lui donne des sous pour qu'il détruise ses champs. Bon. Mais alors, attention à cette critique qu'on fait. Si justement le peu d'Europe qui se crée à cette époque et qui est encore aujourd'hui est si bêtement tatillonne, c'est pas qu'elle n'a pas d'autres grains à moudre. C'est évident que si on voulait, et là je pose un problème qui est énorme, qu'on ne pourra pas résoudre, là, si on veut que l'Europe ait une puissance dans laquelle la France joue un rôle, il faudra bien que ces nations rivales admettent peu ou prou un partage de souveraineté réelle, au moins sur la diplomatie et sur la guerre. Et tant que ce n'est pas le cas, ben, qu'est-ce qui reste aux politiques? Uniquement le fait de gérer des détails. Voilà, ça, c'est une parenthèse qui est importante. Hein. L'Europe ne se fait pas aussi parce qu'elle est impossible au point de vue de l'impérium. En fait, l'impérium européen ne peut pas exister par le fait même des nations qui acceptent des réglementatillons, mais n'acceptent pas de s'unir pour être forts. En fait, c'est ça le nœud du problème. Hein. Voilà. Alors là, c'est un point qui est toujours d'actualité. Que faire de la souveraineté de l'Europe? Est-ce qu'on peut l'envisager? Si on ne l'envisage pas la peine de parler d'Europe. Hein. Il y aura toujours l'impuissance, il n'y aura plus que la culture, et encore, c'est pas sûr, hein. Mais si on n'envisage pas ce point de partage, évidemment, avec un dosage, hein, partage de la souveraineté sur le plan d'une armée, même, j'en reparlerai un peu après, mais c'est évident avec les événements actuels, hein, bon. Il n'y a rien qui marchera. Alors ça, c'était la création de l'Europe. Alors 50 ans après, où en sommes-nous? Ben, pareil, sauf que là, l'Europe se développe à une vitesse grand V. L'extension à 30 nations. Vous vous rendez compte de l'absurdité que ça représente? Si je dis 30, c'est qu'ils ne sont que 27, mais vous savez que la Bosnie-Herzégovine, la Croatie, la Serbie vont bientôt en faire partie, donc ça fera 30, et d'ici qu'ils ajoutent l'Albanie, la Macédoine ou autre, on dépassera ça. J'interprète cette extension à une fuite en avant, parce que chaque fois ça fait des problèmes nouveaux. On l'a bien vu avec la Grèce qui s'était infiltrée dans l'Europe en fait en trichant, vous le savez, elle ne devait pas être admise, c'est en trichant sur les chiffres que l'Europe, la Grèce s'y est mise. Alors en prenant tous les pays sous prétexte qui sont en Europe, en faisant de la géographie en fait, c'est une fuite en avant. Les problèmes accumulés sont jamais résolus. Alors ça, c'est le premier défaut de cette grosse Europe qui est actuelle. Le second est encore pire. Hein. C'est que certains voient dans cette grosse Europe tentaculaire la marche vers un État mondial. N'a-t-on pas évoqué l'idée que la Turquie y adhère? Alors, c'est vrai que le Congrès de Vienne avait reçu le sultan. Alors, ce serait mal. La Turquie y était, mais la Turquie, c'était... elle avait le quart de l'Europe à cette époque-là. Hein. La frontière de l'Empire ottoman, il allait jusqu'à la Drave et la Save, presque jusqu'au Danube. Hein. Là, c'est plus le cas. On a renvoyé les Turcs chez eux. Il ne leur reste plus que le petit morceau de Thrace, parce que Constantinople n'a pas pu être... Les Russes voulaient le rafler, mais les autres peuples l'ont pas voulu. Et puis la capitale est Ankara, c'est pas l'Europe. J'ai entendu dire Israël et le Maroc pour être dans l'Europe. Vous voyez, c'est vous dire que, oui, parce qu'Israël, parce qu'ils confondent l'idée d'Europe avec l'idée comment dire, en particulier Israël. Hein. Ils confondent l'Europe avec une idée de vague de droits de l'homme, d'une certaine vie soi-disant démocratique. Vous voyez. Ça ne peut pas aller. C'est donc une Europe qui se construit sans tenir compte des réalités. Alors, il y a l'unité monétaire qui a été faite dans l'Europe actuelle. Ça aurait pu faire quelque chose. Sans être économiste, je constate que l'euro n'a rien réglé, parce que le supprimer ne réglerait rien non plus, mais
ça n'a rien réglé, puisque c'est une monnaie qui est réputée forte. Vous avez observé que l'euro est une monnaie forte, alors que les Chinois se débrouillent pour avoir une monnaie faible, qu'ils trafiquent, pour effectivement être plus compétitifs. Et cette monnaie forte, elle correspond aux marques. Donc la présence de l'euro, je ne veux pas m'étendre là-dessus, ça aboutit au fait qu'il y a une dichotomie énorme entre le nord et le sud de l'Europe. En fait, ça intéresse ceux qui marchent comme l'Allemagne, qui marchent bien, ils ont raison, pour les Pays-Bas, le Danemark et l'Autriche. Et puis la France est entre les deux, puis les pays du sud, ça leur va pas cette monnaie, quoi. En plus, même si on dépasse le problème de l'euro, on n'est pas du tout un acteur de géant. Les chiffres, bien sûr, on est les premiers, mais tel quel, la soi-disant vraiment présente. Il y a les États-Unis, il y a la Chine, il y a même le Japon tout seul, 120 millions d'habitants, c'est pas beaucoup, hein, et qui est seul. Mais l'Union européenne, c'est pas le jeu économique qu'elle devrait être. L'Union européenne est un spectateur passif de ce qui se passe. Si je mets ensemble politique et économique, regardez sur l'échiquier mondial ce qui s'est passé dans les années 95 dans l'ancienne Yougoslavie. Ça aurait dû être géré par l'Europe, ça. Et en fait, c'est l'OTAN. C'est-à-dire, quand on dit OTAN, c'est l'Amérique. L'ONU, c'est l'Amérique. Hein. Il faut voir les choses comme ça. C'est l'OTAN qui a tout réglé, direction américaine. C'est une honte pour l'Europe. Les petites expéditions, à tort ou à raison, qui ont été, moi je pense qu'au Mali, on a raison. Il n'y a pas de raison de laisser ces gens-là, ces terroristes islamistes, faire ce qu'ils veulent. C'est bien. Mais regardez comment la France a été seule. Mais il n'y a pas d'Europe, là. Il n'y a pas d'Europe. Donc, ils nous parlent d'Europe, ils ne sont même pas capables de faire l'Europe. C'est comme quand ils nous parlent de démocratie, il n'y a même pas de démocratie réelle. Vous voyez les mots qui ne veulent plus rien dire, là. Hein. Donc l'Europe, c'est quelque chose qui est décadent, finalement, qui ne fonctionne pas, qui ne marche pas. La Libye, c'était pareil, et ça tient aussi au manque de moyens. Alors qu'on est très riche, on pourrait avoir les mêmes avions de gros transport que les Américains et les Russes. On ne les a pas parce que chaque nation, prise à part, n'est pas assez riche. C'est pas comme ça, ils ne posent pas ce problème-là. On demande aux grands frères américains, quand on est, je ne sais pas pourquoi l'expédition à la France a fait, je m'intéresse un peu à ces points-là, les Russes à un moment nous avaient prêté des Antonov, qui sont ces avions gros porteurs qui sont plus gros que nos Transal et qui permettent qu'on transporte par exemple un gros char, alors que le Transal il pourra transporter que, et encore en pièces détachées, une automitrailleuse. Voilà. Les Russes nous avaient envoyé la note, hein. C'est un peuple européen, nous avait envoyé la note, une note salée pour les quelques Antonov qui avaient servi. Donc, finalement, je me disais, quelle Europe? Même si on veut l'Europe, elle ne se crée pas du tout. Ou le peu qui se crée d'européens, c'est mondialiste et c'est du détail qui ne nous intéresse pas. Ce qui m'amène donc à la fin de cet exposé politique, donc là, quelle position avoir sur l'Europe? Moi, je ne vous donnerai pas de ligne, de toute façon. Je fais trois remarques. La première, c'est que tout révèle que les nations existent. Voilà, ça, il ne faut pas nier le fait. Donc, ce n'est pas en niant les nations qu'on pourra faire une bonne Europe, c'est au contraire en les reconnaissant. Là, je retrouve le thème de l'Europe des patries, que De Gaulle avait bien raison de dire, que d'autres ont repris aussi, mais dont on est très loin, actuellement, très très loin. Donc les nations doivent développer au contraire leur tradition, en cherchant quand même dans chaque tradition ce qui peut faire un pont avec les autres. Il ne faut pas, évidemment, dans nos traditions, revitaliser dans le peuple. Il ne faut pas exalter tout ce qui est conflictuel, évidemment, ce ne serait pas productif, hein, mais tout le reste peut l'être, tout le passé commun. Je vous citais tout à l'heure les Indo-Européens, plus personne ne s'intéresse à ça, et c'est quand même une unité importante. Hein. Il ne faut plus employer le terme de race, mais ces ethnies qui sont en Europe sont des ethnies sœurs. Ça, c'est un fait. Les Grecs et les Romains, les Italiotes, les Germains, c'est les mêmes gens. Il suffit que vous compariez certains vocables, les noms concernant la parenté en particulier, mais bien d'autres encore, le prouvent largement. Alors donc ça c'est le premier point. Seconde remarque, je pense qu'il y a des Europes. Il est complètement fou de vouloir, il y a 2 ou 3 Europes en fait,
il est complètement fou de vouloir faire l'Europe continentale intégrale. C'est beau de dire de l'Atlantique à l'Oural, mais si on est très franc, alors on dirait du Groenland à Vladivostok. Donc ça montre, eh oui, puisque le Groenland, c'est le Danemark, et la Russie, il y a des Russes, à Vladivostok, il n'y a que des Russes. Hein. Donc l'Europe continentale intégrale, c'est impossible. Alors, en plus des raisons que j'ai données tout à l'heure, le mondialisme idiot, mais même pratiquement, même pour nous, l'Europe totale est impossible. Il faudrait partir de l'Occident européen, qui était en fait l'Europe des six dont je parlais avant. C'est de ça qu'il faudrait partir pour créer une Europe qui ait une âme, et une Europe qu'on puisse aimer. Parce qu'en fait, si on veut qu'il y ait une Europe, il faut qu'à notre nationalisme français se superpose le patriotisme européen. Si ce patriotisme européen existe, c'est qu'il a des raisons d'exister, qu'il y a quelque chose à aimer, une culture commune, une force commune. Il n'y a pas de pays, il n'y a pas de culture qui se fait si elle n'est pas forte. Voilà. Et là, ce sera bien possible, dans cette Europe occidentale réduite, de le créer. Parce que quand même, c'est bien évident que, je sais pas, tous les prix Nobel, tous les 9/10 des musiciens, je ne sais pas, je pourrais faire 90% dans presque tous les domaines, se sont faits entre l'Angleterre, l'Italie, l'Allemagne et la France. Quoi. Bon, c'est évident. Je veux dire par là, c'est pas qu'il faut être déligner les autres, loin de là. Mais enfin, l'Estonie, la Bulgarie, la Mordovie, le petit morceau de Russie où s'est réfugié Depardieu, sont des pays européens, mais enfin, on n'en a pas besoin pour créer un noyau solide. Donc, il y a des Europes, et donc, en gros, il y en a deux. Il y a l'Europe germano-latine, catholique et protestante, c'est la nôtre, et puis il y a l'Europe byzantine, slave, orthodoxe, c'est l'autre Europe. Il faut être amis, hein, mais on ne peut pas créer un État, une confédération totale prenant tout le monde. Troisième remarque, alors quelle est la vision qu'on pourrait faire sur cette Europe possible? Le protectionnisme dont parlent beaucoup de gens, maintenant le Front National, l'UMP, même des fois des socialistes, il ne faut pas l'imaginer au niveau de chaque nation, c'est la mort assurée, ça. Hein. Par contre, un protectionnisme intelligent dans cet ensemble européen occidental, ça marcherait. Et c'est faire tout simplement ce que fait la Chine, ce que fait l'Amérique, ce que fait le Brésil. Ce serait tout simplement faire comme les autres. Et là, on pourrait, militairement et diplomatiquement, avec le problème que j'ai soulevé tout à l'heure, c'est quelque chose, c'est cet ensemble-là. Cet ensemble-là, il fait 250 millions d'habitants, c'est-à-dire presque autant que l'Amérique, qui sont 300. Hein. Il représente 10 trillions. Trillion, c'est 10 puissance 12, c'est 10 000 milliards en produits bruts. Hein, si on additionne les produits bruts de la France, de l'Allemagne, de l'Italie, j'ai même pas mis l'Angleterre et l'Espagne. Hein. J'ai fait une Europe réduite, plus le Benelux, la Suisse, l'Autriche. Voilà. Ça fait 10 trillions, c'est énorme. On est juste en dessous des États-Unis et au-dessus de la Chine. Il y a beaucoup de choses à faire. Voilà, il me semble que ces évidences sont telles que ça m'étonne qu'on ne nous dise pas plus. Ça. Voilà. Enfin, je comprends très bien pourquoi on ne nous le dit pas plus aussi. Mais enfin, c'est quand même dommage. Voilà, donc pour conclure, 3 solutions se présentent pour nous, gens d'Action française et patriotes même, et pour tous les Français. Il y a 3 solutions sur l'Europe. 1, le repli national exclusif. C'est ce que semblent demander des fois des gens comme le Front National. À mon avis, c'est sûr qu'on sauvegarderait notre identité, à condition, encore entre guillemets, mais c'est sûr qu'on jouerait plus un rôle de premier plan. Si on veut que la France joue un rôle impérial au sens, non pas politique, mais au sens sociologique du terme, idéologique, on ne peut pas s'en contenter. Deuxième réponse, l'ouverture tous azimuts à toujours plus d'Europe. C'est la pire des solutions. C'est ce qui se fait actuellement. Ça, il faut peut-être partir de certains éléments de cette construction-là, mais il faut la changer complètement. C'est la pire des solutions. Troisièmement, constituer un ensemble européen limité, c'est quelque chose qu'on n'entend jamais, mais cohérent, dans le respect des personnalités de chaque nation. Ça me paraît la seule réponse acceptable. Alors après, évidemment, tout dépendra des vœux des peuples, des problèmes énormes seront soulevés par ce que je dis, si c'est appliqué, mais il me semble que ça vaut le coup. Cette Europe-là est tout à fait viable.
Voilà, j'ai peut-être été un petit peu trop rapide. Conformément à la tradition, le débat est ouvert. Vous posez des questions concises, précises, courtes, par définition, parce qu'elles sont concises. Vous laissez répondre l'orateur, et puis après, vous laissez parler une autre personne de façon... Mais là, je pense... Alors, peut-être qui veut commencer? Pourquoi, à partir du binôme franco-allemand, le reste suit? Parce que historiquement, la Belgique, la Hollande, c'est l'ancienne Bourgogne, en fait. L'Italie du Nord, c'est la Lombardie, ça faisait partie de l'ancien empire. Tout ça est très lié. Je vous signale que dans cette Europe réduite, il n'y aurait que 4 langues. C'est pas il y aurait l'allemand, le français, l'italien, le néerlandais. Il n'y a pas plus de langues qu'en Suisse et qui s'en sort fort bien. Hein. Ce ne serait pas une Babel, en plus, hein, vous voyez. Donc je pense que ce n'est pas la peine de se réduire autant. Je pense que à faire une Europe possible, il faut quand même qu'elle ait une certaine consistance. Et moi, je vois pas quel intérêt, même il reste que la France et l'Allemagne seules se groupent. Les autres pays... que penses-tu des formes de chantage qu'exerce le Royaume-Uni sur Bruxelles, sur l'Europe? Oui, mais ça, ce que j'en pense, c'est que c'est... Que penses-tu de la place du Royaume-Uni au sein? C'est deux choses. Oui. Le chantage, entre guillemets, que fait l'Angleterre, c'est dans la tradition de la politique anglaise. Hein. Ils sont nationalistes et marchands, c'est-à-dire qu'ils feront tout pour marchander le maximum d'intérêt pour eux. Je marche avec vous quand ça m'arrange, si ça ne m'arrange pas, je ne marche pas. Voilà. Hein. Alors, pour ce qui est de la place du Royaume-Uni, pour moi, c'est comme le monde ibérique. Je pense que c'est évident que l'Angleterre et l'Espagne, le Royaume-Uni et l'Espagne, sont de l'Europe occidentale autant que l'Allemagne et l'Italie. Mais ce sont des peuples qui sont tournés vers le large. C'est-à-dire que l'Angleterre, elle a quand même créé les États-Unis, elle a créé l'Australie. Pour un Anglais, ce qui domine le plus, c'est le Commonwealth. Même aujourd'hui, ils sont un pied dans l'Europe et un pied dans l'Europe. L'Espagne, c'est un peu pareil aussi. L'Espagne, c'est quand même l'Amérique latine. Je trouve qu'on peut imaginer qu'ils font partie de l'Europe, tout à fait. D'après ce que tu dis, ils ont leur place. Pour moi, moins évidemment que le bloc que j'ai dit. Voilà. Mais c'est une vision personnelle. Sylvie, es-tu satisfaite de la réponse? Oh, oui, absolument. Bien, Jean-Louis. Tout à l'heure, vous avez parlé des 5 faces, oui. Donc sur l'origine de l'Europe. Oui. Donc vous avez évoqué la puissance scientifique et oui. technique en parlant des Chinois. Comment vous avez reçu et quelle réponse vous faites à la tentative qui a été faite de faire croire que la pensée d'Aristote était arrivée par les Arabes, avec les attaques contre le bouquin de Sylvain Guggenheim. Il y a quand même eu toute une béchamel de montée. Alors, voilà, pour expliquer que ce qu'avait dit Thomas d'Aquin, bon, ça n'avait pas été compris. C'était Averroès, en réalité, qui avait transmis la pensée d'Aristote à l'Europe et à la Sorbonne. C'est en partie vrai, voilà. Je crois que là, ça allait loin quand même. Les deux positions, il y a 2 positions vraiment extrême. La vérité, c'est que le thomisme, bon, c'est une philosophie originale. Saint Thomas connaissait Aristote, son maître Albert le Grand connaissait Aristote. C'est un fait aussi qu'une partie des textes nous sont revenus, mais de toute façon ça venait par Byzance, et étant donné que les Arabes avaient pris la Grèce et Byzance, ils avaient gardé plus de textes que nous. Et tout naturellement, c'est vrai que par Averroès, par Avicenne, on a eu un complément. Je vous signale aussi sur ce plan, parce que je sens le racisme qui est dans ceux qui posent cette question-là, c'est pour montrer que vous les Européens, c'est nous les Arabes qui vous ont apporté le savoir. Il y a un peu cette idée-là qui est débile. En plus, Averroès et Avicenne, vous le savez, ne sont pas arabes. Hein. Averroès est un andalou, c'est-à-dire un mélange certainement à l'époque il y avait les Almoravides, puis les Almohades, de Berbères et d'Européens. Quant à Avicenne, Ibn Sina, c'est un persan. Hein. Bon. Mais
Donc l'idée que quand même les Arabes nous aient apporté, et les Juifs avec Maïmonide aussi, hein, et quand même ramené un peu de savoir grec, c'est vrai. C'est vrai, mais c'est conçu actuellement comme une machine de guerre, et de toute façon il s'agit du savoir grec. Chose qu'on oublie là. C'est que ce qui fait la culture musulmane dans sa grandeur, c'est justement qu'elle a puisé aussi au savoir grec. Ils ont eu cette chance-là. Sinon, ce serait quand même une culture de bédouins, un peu. Ce qui fait la noblesse de la civilisation arabe, c'est que justement, elle puise aussi un peu au grec. Ils n'ont pas pris la pensée chrétienne, mais ils ont pris la pensée païenne, ils l'ont eu aussi. Alors qu'on en ait récupéré une partie par eux, c'est pas négligeable. Alors, sur ce point, je fais juste une petite parenthèse technique pour confirmer ce que tu dis. Vous avez sur le quotidien sur la faute à Rousseau, dans l'album sur le Mont Saint-Michel, un résumé du bouquin de Guggenheim, un résumé qui est court, volontairement court, mais qui est bien complet et qui explique parfaitement tout ceci. Vous allez sur le blog, partie album, le Mont Saint-Michel, c'est la photo numéro 4, je crois, ou 5, peu importe, et vous avez le résumé complet de la thèse de Guggenheim qui est excellente. J'en profite pour dire encore un mot sur ce que vous avez dit par rapport au Moyen-Âge. L'idée d'un Moyen-Âge refermé sur lui-même, poussiéreux, complètement idiote en fait. Ça a été la période où les intelligences se fréquentaient le plus. Songez qu'un saint Thomas d'Aquin, il était italien, bon, encore qu'il soit d'origine normande en plus, d'origine viking. Mais sa famille était italienne, il a enseigné à la Sorbonne, son maître était le grand Albert qui était de Cologne, qui était allemand. Les universités les premières, c'était la Sorbonne, Bologne et York en Angleterre. Tout ça se tenait. Même les gens ne comptaient pas leur temps, donc on pouvait mettre des années à faire des parcours, mais tous les gens se parlaient, les intellectuels, je veux dire, les intellectuels se parlaient énormément, autant ou plus que maintenant. Et tu parles d'Albert. Oui, Tout le monde connaît à Paris la place Maubert, Maubert-Actualité, c'est Albert, qui a été directeur d'université, maître de Saint-Louis. Et l'architecte de la cathédrale de Burgos, c'est Jean de Cologne, c'est le même qui a fait la cathédrale de Cologne. Si vous avez l'école de Burgos, c'est tout à fait les mêmes, mais elles ne sont pas. Et on voit l'unité d'Europe. Voilà. On voit l'unité d'Europe par jour, des gens qui disent Maubert, c'est très bien. Alors, laisse-le pas une seconde. Si les Alpes envahissent l'Afrique du Nord, pensez-vous pas que l'Afrique du Nord serait un peu européenne? Elle l'est pas, puisque si on regarde l'histoire après de les peuples comme les Gétus, les Numides, les Romains quand même, je me rappelle de ce que j'ai lu, sentaient entre les Carthaginois et eux une grosse différence. Ils sentaient une différence, je dirais pas ethnique, mais de mentalité. Alors qu'ils ont été même intéressés par les Gaulois et par les Germains, donc ils devaient sentir fusément qu'ils étaient quand même liés à eux, sans parler des Grecs évidemment, dans cette compétition étrangère. Alors, qu'ils n'étaient pas, c'est évident. Qu'ils seraient restés chrétiens, c'est évident. Tous ces Numides, tous ces Berbères, là. Maintenant, européenne, pour moi, l'Europe s'arrête même, elle est morte de Méditerranée, l'Europe. Si on commence à dire qu'Europe est sur le il faut me dire que une philosophie technique, bien sûr, c'est vrai, d'ailleurs c'est pour ça qu'on dit philosophie. Maintenant, il y a une option pour moi, la pensée de l'Inde. Si vous vous intéressez à l'Inde, d'un peu près, aussi, mais les Upanishads, qui sont la traduction, disons, on peut dire, métaphysique de la religion de l'Inde, la religion ancienne, du brahmanisme, si vous voulez, voilà. Quand même là, pas vers la métaphysique. Je pense que la métaphysique est une invention d'Aristote avec des Grecs, mais il y en a une tripe dans l'Inde, et de l'autre côté, la sagesse chinoise, à travers le taoïsme surtout, c'est la théorie du yin et du yang, vous savez, des contraires, et quand même un début de métaphysique aussi. Donc, réponse partielle, la vraie métaphysique technique, la philosophie technique, c'est nous qui l'avons inventée. D'ailleurs, ça n'a pas toujours été un bien, parce que ça nous a éloignés d'une certaine spontanéité, aussi cette technicité de plein, voilà. Mais la philosophie au sens large, on la partage avec l'Inde, avec la Chine, et plus près de nous, avec le monde arabe, étant donné qu'ils ont puisé eux aussi aux mêmes sources grecques. Voilà, il y a quand même 3 ou 4 lieux où mais la vraie métaphysique, c'est grec. Tu sépares la métaphysique de la subjectivité de la philosophie. Pour moi, ce qui est important dans la philosophie, c'est la métaphysique, c'est-à-dire ce que justement, métaphysique est transnaturel, c'est ce qui est au-delà de la physique, de ce dont les sciences s'occupent. La physique aujourd'hui, c'est uniquement l'étude des corps
physique et chimie. Mais la physique, c'est également les sciences naturelles, même la psychologie est une forme de physique, si on veut. La métaphysique, c'est tout autre chose. C'est ce qui expliquerait la raison infime, la raison profonde des choses. Alors, par contre, là où on a une base métaphysique, c'est la Bible. Le peuple hébreu et le Christ en particulier annoncent une métaphysique. Et justement, apporte tout ce qui manquait à la pensée grecque. Mais ça, il nous faudrait des heures pour en parler. S'il n'y avait pas eu la pensée chrétienne, judéo-chrétienne, la pensée grecque est insuffisante. Elle aurait certainement fait la base d'une sacrée science, comme on a connu un peu, d'une logique implacable, mais pas de la profondeur métaphysique. C'est un mélange de la pensée grecque et de la pensée judéo-chrétienne. Et c'est pour ça que le Moyen-Âge est si riche et me plaît tant, en fait. C'est parce que c'est l'époque où le christianisme et la pensée grecque se mélangent, en fait. Il n'y a pas que saint Thomas. Je vous renvoie un écrivain qui est juste après lui, tous les grands rénants, tous les grands penseurs allemands, comme Jean Toller, Maître Eckhart. Là, c'est encore mieux fait, c'est pas encore mieux. C'est le développement de saint Thomas d'Aquin avec justement ce qui manquait en métaphysique pour chercher qu'est-ce que c'est l'être. L'être avant l'être. Que faisait Dieu quand il n'a pas créé le monde? Ça, c'est presque des choses qu'on voit chez Maître Eckhart. Alors lui, c'est un Allemand. Oui. Et d'ailleurs, les Allemands sont très fiers. Même les nazis avaient essayé de l'annexer parce qu'ils sentaient bien, même s'ils ne comprenaient pas grand-chose, ils sentaient bien que c'était un génie, en fait, comme saint Thomas. Et comme les Anglais aussi. Alors, les Anglais, au Moyen-Âge, ils ont apporté l'aspect scientifique. Hein. Un homme comme Bacon, pas le Bacon de l'époque de Descartes, le premier Bacon, au XIIe, au XIIe, au XIIIe siècle, il a écrit des formidables au point de vue scientifique. Un Anglais, qu'on donne un nom français, Grosseteste, c'est un nom qui est Grosseteste, c'est un philosophe de l'époque de Bacon, XIIe, XIIIe. Il a écrit des trucs sur la lumière, sur l'optique, qui sont géniaux. Ça, on n'en parle pas assez. C'est une période importante. En fait, ce qui manquait au Moyen-Âge, je sors complètement du sujet, hein, ce qui manquait au Moyen-Âge pour continuer tel qu'il était, c'est l'énergie. La découverte qu'il y avait une énergie autre que le muscle, en fait. Le muscle, le vent et l'eau. L'Occident, d'ailleurs, a pris une extension énorme quand au XVIIIe siècle, les Anglais, c'est encore un peuple occidental, ont découvert la machine à vapeur. Hein. C'est ça qui manquait au Moyen-Âge et à l'Antiquité. Il n'y aurait pas eu d'esclavage, il y aurait eu un bord énorme, si on s'était aperçu qu'on fait que l'eau qui chauffe crée quand même une force. C'est incroyable qu'on ait attendu tant de siècles pour s'en apercevoir, quand on voit le génie de gens comme saint Thomas, que finalement cette métaphysique nous a éloignés un peu du concret. Et c'est pour ça que c'est le peuple le plus concret d'Europe, les Anglais. Je disais tout à l'heure un peuple marchand, mais c'est aussi un peuple très, très pratique, qui pratique. Bon, à propos de Nipara, les Anglais sont pratiques, s'ils ont mis qu'ils ont techniquement adéquate. Oui, même parfois une action a lieu à deux endroits différents. Oui, c'est ça, voilà. Ouais. Alors, non, je t'en prie. Les prodigieuses découvertes d'Einstein ont été découvertes en même temps en France par De Broglie, peut-être pas exactement, mais c'est ce que Poincaré, c'est à plusieurs endroits que se font les découvertes. Alors c'est celui qui pousse la chose le plus loin et qui a la chance d'être, je dirais, sous le feu de la rampe qu'on met en premier. Voilà. Alors, on est loin de l'Europe. Encore une question à Jean-Louis, après je dirai une chose moi, peut-être éventuellement. Pour revenir à aujourd'hui, mettons celle depuis 1945, vous n'avez pas évoqué, alors, je ne sais pas ce que vous en pensez, en fait l'intervention souterraine ou officielle des États-Unis. Parce que la désorganisation, tout à l'heure, vous avez évoqué l'ordre de la défense, en disant on n'a pas d'argent. C'est pas ça. C'est pas du tout ça. C'est
ils ne veulent pas mettre d'argent. Oui. Les Allemands, oui. ils vous disent tous dans l'Europe du Nord, nous on a le parapluie américain. Oui, voilà. Alors, Voilà, oui. et les Allemands mettent un pourcentage de PIB dans la défense qui est absolument ridicule. Ouais. Donc, nous on met 2 à peu près, ou de mettre 1 et quelques. non, Voilà. j'ai écouté l'autre jour Pioche, qui est un spécialiste de l'affaire, qui disait que Angleterre plus France, c'est 50% du budget de la défense pour 350 millions d'Européens. Là-dedans, on est en plein délire. Voilà. Et oui. Non, mais ça veut dire que en fait, tous ces échanges, ces cénacles, ces réunions, ils parlent de quoi? Et vous demandez à Hubert Védrine, et Védrine il vous fait un exposé en disant mais ils ne veulent pas mettre d'argent, personne ne met d'argent. C'est le parapluie américain. Mais c'est une erreur, évidemment. Non, mais le facteur américain dans l'Europe, il est fondamental. On ne peut pas le... Je suis bien d'accord avec vous. Jean-Louis, j'avais une question à poser. Jean-Louis? Oui. Non? La baisse historique Ouais. du budget d'Europe, Oui, ça je ne m'y suis pas trop intéressé. c'est pas négatif. Oui, je ne sais pas qu'en penser. Oui. Je n'ai pas d'idée là-dessus. Elle n'est pas énorme, cette baisse. Ça me 2 me milliards semble. d'euros quand même. Ouais. Tu as encore un peu? Oui. Alors, moi j'aurais juste voulu dire une chose sur la spiritualité, si je puis dire. Oui. Parce que tu as écarté la Russie et tout. Je n'ai pas écarté. Non. On ne peut pas faire l'Europe avec eux. Voilà. C'est- Mais bon, comme je m'intéresse à ce sujet, tout le monde le sait, enfin si on veut le savoir, il y a quand même un rapprochement pour la première fois depuis des siècles, vraiment, entre l'Église orthodoxe et l'Église catholique, C'est bien. pour défendre des valeurs, etc. Alors, est-ce que ça, c'est pas quand même porteur d'un certain espoir? Sûrement, oui. Voilà, non, mais dans la vision, tu as carrément dit, bon, les Russes, on peut pas, etc. Alors, s'il y a vraiment un rapprochement de spiritualité, est-ce que c'est pas de ça dont on a besoin le plus? Bon, Jean-Louis, tu parlais d'argent, bien sûr, et tout, mais la spiritualité, bon, c'est quand même quelque chose. Oui, mais S'il y a un pas ce qui domine, rapprochement... malheureusement. Pardon? Ce n'est pas ce qui domine, malheureusement. Oui, mais les lames de fond, d'accord, mais enfin... Je suis quand même 100% d'accord avec toi, mais dans mon idée de ne pas inclure le monde slave, pour lequel j'ai une admiration immense, je m'intéresse au russe, j'ai fait le russe, etc. Bon, c'est un pays qui m'intéresse. Si je ne les mets pas dans l'Europe qui est possible, c'est parce que je me méfie d'un ensemble tentaculaire. D'accord. C'est uniquement pour ça. C'est pas du tout que j'ai le moindre mépris pour les Slaves. Au contraire, au contraire. Non, Ariane, vous avez raison. Non, mais juste noter la chose, quoi. Pour la première fois depuis des La siècles... spiritualité se perd complètement. Pardon? La spiritualité se perd complètement. Surtout chez nous. On est des peuples matériels. Oui, mais justement, chez nous. est-ce qu'on n'a pas une réponse à cette perte de spiritualité? Bon, ça prendra du temps, mais est-ce que c'est pas par là qu'il faut commencer? Mais oui, je suis bien d'accord. Hein. Simplement, faire l'Europe, c'est aussi un problème politique. Ah, bien sûr. Mais il faut penser une chose, qu'en Russie, il y a quand même 70 millions de musulmans. Oui, C'est quand même important. c'est pas grave, ça. C'est pas grave. Ils vont se réveiller. Non, mais attendez, 70 millions, vous prenez ce chiffre, vous mettez le Kazakhstan avec. Non, il n'y a pas 7 millions. Les Russes sont 100. Non. Les Russes sont 140 millions. Et qui est musulman en Russie, en République de Russie, l'ancienne RSFSR, hein, il y a les Bachkirs, les Tatars, qui sont quelques millions. Ce que vous appelez 30 millions, c'est les Kazakhs, mais c'est un autre État. Ah oui, c'est un autre État, c'est fini. Bien sûr qu'il est sous la botte russe, parce qu'ils parlent tous russe, hein, mais c'est pas la Russie. Hein. La Russie est une forte... Alors je vais vous dire un truc, il y a une forte minorité musulmane qui est bien en plus, 30%. Mais c'est pas du tout grave. Les musulmans de Russie, ça n'a rien à voir avec nos immigrés. Ils sont la main dans la main avec les orthodoxes dès qu'il s'agit de critiquer ce qui ne plaît pas dans le monde actuel, cette décadence des mœurs, cette espèce de déliquescence permanente. Là, il y a un texte que je trouvais sur Internet, un texte signé par l'Église orthodoxe russe, dans l'Église officielle d'État, et les imams, les oulémas, je ne sais pas quoi, de Kazan, c'est-à-dire de Tatarstan, des Tatars, disaient la même chose. Et il n'y a aucun désir chez les musulmans russes d'embêter les chrétiens, loin de là. Pas
pas la même chose pour les gens du Caucase. Hein. Là, c'est différent. Là, c'est différent. Les Tchétchènes et ces deux peuples-là, ils ont une tradition, depuis que Catherine le Grand a appris ces peuples-là, de haine de la Russie. Et ils se sont fait musulmans, parce qu'ils sont salafistes ou autres, extrémistes, au XVIIIe siècle, justement par haine des Russes. Vous voyez, donc c'est pour dire à les Ingouches, les Tchétchènes, pas les Tatars. Les Tatars, ils se comportent bien. Et les 42 millions que vous dites, là, il faut mettre les Kazakhs, ils sont plus russes, ceux-là. Hein. C'est fini. Voilà, et je crois que c'est bon, c'est fini comme la vidéo. Alors merci Alain, merci pour les questions.